Qu'est-ce que l'administration provisoire renforcée? L'étude d'impact du projet de loi ALUR a mis en évidence que de nombreuses copropriétés sont des bâtiments vétustes, obsolètes et techniquement complexes, entraînant des coûts d'entretien très, voire trop élevés, nécessitant des investissements importants, jusqu'à 20 000 € ou plus par parcelle, pour assurer le redressement à long terme de l'association. Les participants ont été invités à donner leurs propres avis sur le projet. L'administration de ces copropriétés est souvent bloquée en raison de la combinaison d'un endettement élevé et de l'énorme quantité de travail nécessaire pour mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires à leur reconstruction. C'est pourquoi le législateur a rendu le mécanisme de gestion provisoire plus efficace en permettant l'intervention de l'exploitant par le biais d'une convention signée avec un administrateur provisoire, agissant pour le compte du syndicat, si le plan de travaux est conséquent. Cette mesure consiste à sécuriser la maîtrise d'ouvrage et le préfinancement des travaux nécessaires au redressement de la copropriété. L'opérateur sollicite et reçoit la subvention pour le compte du syndicat. C'est l'objet principal de la mesure appelée administration provisoire renforcée. Les conditions d'ouverture d'une administration provisoire renforcée. Elles concernent à la fois le fond et la forme. Quelles sont les conditions de fond? La mise en place d'une administration provisoire renforcée repose sur la réalisation cumulative de plusieurs conditions. La situation financière des copropriétaires doit rendre impossible la réalisation des travaux de construction nécessaires à la préservation et la sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant un redressement financier. Quelles sont les conditions de forme? Tout d'abord, une requête. Le placement sous administration renforcée doit être demandé par une requête adressée au président du Grand Conseil. Quel doit être le contenu de la demande? La requête sera accompagnée d'un dossier préparé par le requérant précisant les motifs de la demande de placement sous administration provisoire renforcée, ainsi que les mesures d'assistance et de soutien public mobilisées pour assurer le succès de la procédure. Il est donc supposé qu'une telle demande est précédée d'une démarche auprès d'un organisme susceptible d'aider au redressement d'un syndicat en difficulté, par exemple avant de saisir le juge. Qui sont les auteurs de la demande? Pour maximiser les chances de succès de la procédure de fonctionnement provisoire renforcée, le texte prévoit deux origines possibles. Premièrement, une demande émanant d'un administrateur provisoire déjà désigné. Deuxièmement, une demande émanant d'une autorité intéressée par la reconstruction d'un syndicat en état grave, c'est-à-dire le maire de la commune où se trouve l'immeuble, le président de l'EPCI, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou un représentant national du secteur. Quand intervient la décision de placement sous administration provisoire renforcée? Il y a tout d'abord l'autorisation judiciaire de conclure une convention. En cas de placement sous administration provisoire renforcée, le juge autorise l'administrateur désigné à conclure un contrat à terme au nom d'un syndicat de copropriétaires avec un ou plusieurs opérateurs compétents pour gérer les travaux et prendre la décision finale sur le financement des travaux. Il y a également la notification de la décision. Le nouveau régime prévoit que la décision doit être notifiée à certaines autorités publiques. Ainsi, la décision du juge est notifiée non seulement aux intéressés, mais aussi au maire de la commune d'implantation, aux responsables de l'EPCI compétent en matière de logement, ainsi qu'au représentant national du secteur concerné. Que se passe-t-il lors de la conclusion d'une convention avec un opérateur spécialisé? Voyons tout d'abord la qualité du signataire. L'opérateur peut être l'un des organismes suivants. Établissement public d'aménagement. Cela peut être un établissement public d'aménagement, un établissement public local de rénovation urbaine, une agence foncière et technique de la région parisienne, un office public de l'habitat,
une société anonyme d'habitation à loyer modéré, ou bien encore une société anonyme coopérative de production, une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitation à loyer modéré, une fondation d'habitation à loyer modéré ou une société d'économie mixte pour les logements. Quel est le contenu de la convention? Voyons tout d'abord les grands principes. Par cette convention, l'administrateur provisoire peut confier à l'opérateur toutes les tâches qui concourent à la reconstitution de la propriété commune, notamment la gestion de la planification des travaux et la décision finale sur le financement des travaux. En outre, le juge peut autoriser l'administrateur provisoire à inclure dans le contrat de l'exploitant la réalisation de travaux dits d'amélioration s'ils sont forclos par les copropriétaires détenant 15% des droits de vente. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quelles sont les mentions obligatoires? La convention doit comporter au moins les informations suivantes. Tout d'abord, une liste des études juridiques, financières et techniques permettant de définir le contenu des travaux et par conséquent les choix techniques à opérer. Une étude de faisabilité, probablement réalisée par un expert, sera nécessaire pour appréhender les interventions dans la copropriété sur ces différents sujets. Est requis également un calendrier prévisionnel concernant les investigations, le choix des prestataires et les travaux à réaliser, mais aussi une description des travaux envisagés et l'enveloppe financière prévisionnelle associée. Une évaluation des coûts par bâtiment et par lot pourra être jointe à l'évaluation globale. Dans le cas d'une indivision, dans le cas d'une division, un plan d'ensemble avant et après la division, sont requis également les modalités de la maîtrise d'œuvre et notamment la manière dont les travaux seront sélectionnés et réalisés et dont le conseil syndical et les copropriétaires seront informés de ces décisions. Une hiérarchie peut d'ailleurs être établie en fonction de l'urgence des travaux. Les travaux confiés à l'opérateur, notamment la préparation, la consultation et la sélection du maître d'œuvre, des entrepreneurs et des fournisseurs, ainsi que la conclusion et la gestion des contrats qui en découlent. Également, les modalités de compte rendu à l'administrateur provisoire ou au directeur de l'établissement lorsque les fonctions de l'administrateur provisoire sont terminées et le cas échéant au conseil syndical. Et enfin, les modalités d'information des résidents sur les aides financières, notamment en ce qui concerne les dispositifs d'aide publique. Attention toutefois, l'exploitant ne peut exercer directement les fonctions de maîtrise d'œuvre ni réaliser directement les travaux. Doivent paraître également les conditions financières de l'opération qui précisent au minimum un plan financier prévisionnel global du projet, tenant compte des aides publiques contractées ou confirmées et faisant apparaître les coûts restant à la charge du syndicat des copropriétaires, ainsi que les frais d'opérateur à payer par la société de gestion de la copropriété, le montant de ces frais à payer et la part de chaque copropriétaire, l'organisation de la gestion comptable et administrative des opérations commerciales, la structure du dossier de demande de subvention et son format de mobilisation, le cas échéant, la manière dont l'opérateur préfinancera le projet dans l'attente du versement de la subvention public et du syndicat. En cas de scission, la répartition de la rémunération de l'opérateur entre les syndicats de copropriétaires issus de la cession du syndicat initial. Chaque syndicat issu de cette division est subrogé dans la mesure où il porte sur les droits et obligations contractuelles du syndicat dissous. Les procédures de gestion des litiges avec tous les prestataires de services et de conclusion et de gestion des contrats d'assurance. En cas de résiliation anticipée par un juge, les modalités d'indemnisation des prestataires de services qui ont investi des fonds pour accomplir les tâches prévues au contrat. Requis également les procédures pour la mise en œuvre de la division de l'association ou pour la conclusion des modifications nécessaires à la bonne exécution de la convention. Les parties conviennent des modalités de la convention, sous réserve que celle-ci ne porte pas atteinte à l'économie générale de la Convention et respecte les objectifs
de cette convention. L'homologation de la convention. Le juge approuve le contrat conclu entre l'exploitant et l'administrateur provisoire. À cet effet, le président du tribunal se charge de l'affaire sur demande conjointe des parties au contrat. Sa décision est notifiée aux parties et aux personnes que l'administrateur provisoire désigne dans son ordonnance. Toutefois, le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le président de l'établissement public compétent en matière d'habitat peut à tout moment engager la procédure de carence. Dans ce cas, l'exécution du contrat est suspendue jusqu'à la décision du juge, mais les fonctions de l'administrateur provisoire se poursuivent. L'exécution de la convention. Il importe tout d'abord que l'administrateur provisoire et l'exploitant coopèrent avec les différentes instances de la copropriété, notamment le conseil syndical, qui doit être mobilisé pour parvenir à une exécution optimale de l'accord conclu. Il ne peut être mis fin par anticipation aux fonctions de l'exploitant que par une décision de justice, et l'accord peut se poursuivre même s'il est mis fin aux fonctions de l'exploitant provisoire. La convention prend fin à l'expiration de la période qui y est prévue. Si les fonctions de l'administrateur provisoire ont pris fin et que la copropriété est financièrement saine, le juge peut permettre au syndic d'apporter des modifications à la convention existante dans le respect de la majorité après que l'Assemblée générale des copropriétaires a approuvé les travaux supplémentaires. Si la mission des exploitants prévoit la division de la société, la convention prévoit la répartition de la rémunération des exploitants entre les sociétés ainsi créées. Et chacune des sociétés créées par cette division, dans la mesure où elles sont liées, est subrogée dans les droits et obligations de la convention de la société dissoute, respectivement, conformément aux termes de la convention. Quelle est la rémunération de l'opérateur ? La rémunération de l'opérateur est calculée par application d'un pourcentage au montant des travaux hors taxes. Si le contrat prévoit le paiement anticipé des dépenses, la rémunération de l'opérateur comprend également le remboursement des avances et des frais financiers engagés par l'opérateur pour l'exécution de ces travaux. La durée du calendrier de paiement de la rémunération de l'opérateur prévue par le contrat peut être supérieure à la durée de l'enquête et des travaux réalisés sans pouvoir excéder la durée du contrat. Si la convention prévoit une phase d'instruction pour finaliser le projet jusqu'à ce que tous les contrats nécessaires à la réalisation du projet aient été exécutés par l'exploitant pour déterminer le coût définitif, le calendrier peut prévoir une indemnisation échelonnée dans le temps. Ces honoraires sont à la charge du syndicat des copropriétaires et sont distincts des honoraires de l'administrateur provisoire. Si cette redevance est considérée comme faisant partie de la conservation, de l'entretien et de la gestion des parties communes, elle constitue une dépense commune qui doit être partagée. Chaque copropriétaire doit y contribuer en fonction de son tantième. L'administrateur provisoire, le syndicat ou l'exploitant doit alors, à la demande des copropriétaires, délivrer des quittances pour le paiement de leur part d'indemnité. Les propriétaires occupants disposant de très faibles revenus peuvent, grâce à la rémunération de l'exploitant, bénéficier du Code de la sécurité sociale sous forme d'allocation de logement familial, prime de déménagement, prêt à l'amélioration de l'habitat, allocation vieillesse, allocation logement pour les personnes vulnérables, les jeunes travailleurs et certains demandeurs d'emploi. Sans préjudice des règles spécifiques applicables aux allocations de logement, le copropriétaire est tenu de notifier à l'organisme payeur la subvention reçue. Le sort des subventions. Le nouveau régime permet d'habiliter des entités administratives intérimaires renforcées à effectuer des paiements de subventions en utilisant les règles du droit des agences. Il y a tout d'abord les subventions aux copropriétaires. Lorsque des subventions publiques ou privées peuvent être accordées à des copropriétaires individuels pour la rénovation des parties communes et dans certains cas exclusifs d'un immeuble en propriété collective, l'administrateur provisoire ou l'exploitant peut agir en tant que mandataire de ces copropriétaires. Si la directive le prévoit, la subvention publique ou privée sera versée directement à l'opérateur sur un compte spécifique dont le détail sera mis à sa disposition. Comme il est d'usage dans ce type de mission, l'opérateur rend compte de l'utilisation de la subvention conformément au mandat. Il y a également les subventions aux syndicats.
Si la subvention est accordée à un syndicat de copropriétaires, l'exploitant peut être mandaté par l'administrateur provisoire pour demander et percevoir la subvention qui sera versée sur un compte spécifique dont les coordonnées seront mises à la disposition de l'administrateur provisoire. Ce mandat peut être inclus dans le contrat avec l'exploitant ou faire l'objet d'une législation distincte. Il sera nécessaire de prévoir un rapport sur l'utilisation de la subvention par l'opérateur conformément au droit coutumier.